Je m'appelle Mathieu Girard. Pendant près de 10 ans, ma vie a été rythmée par les marais et les côtes sauvages et balayée par les vents de la Bretagne. Je suis technicien hydrologue, un métier qui m'envoie aux quatre coins du monde, dans des zones reculées et intactes, pour des semaines, parfois des mois. Je cartographie les fonds marins et mesure la santé d'écosystèmes fragiles. Mais mon propre écosystème, celui qui compte vraiment, a toujours été une petite maison tranquille, nichée dans la ville de Saint-Malo, souvent baignée de brume. C'est là que mon cœur réside, avec ma femme, Céline, et notre fils, Léo. Cette histoire, je n'aurais jamais pensé la raconter un jour. C'est une histoire silencieuse, d'une certaine manière, mais elle porte le poids d'une tempête en mer. Elle parle des courants qui coulent sous la surface d'une famille, des choses que l'on ne voit pas jusqu'à ce que la marée se retire, laissant la vérité exposée sur le sable. Je la partage parce que j'ai appris que les voyages les plus importants ne sont pas toujours vers des terres lointaines, mais dans les espaces cachés de nos propres foyers et de nos propres cœurs. C'est une histoire sur l'apprentissage de l'écoute, non seulement du grondement des vagues, mais aussi du silence d'un enfant. Tout a commencé par une immobilité, un calme qui sonnait faux. Je venais de rentrer d'une mission de 6 semaines dans les terres australes, une campagne de relevés océanographiques. Le travail était exigeant, le paysage d'une beauté austère a coupé le souffle, mais chaque journée était marquée par le mal du pays. J'imaginais Léo, mon fils de 9 ans, vif et curieux, courant à la rencontre de ma voiture, les poches pleines de galets polis et l'esprit débordant de questions sur les marées et les oiseaux marins. C'était un garçon fait d'embrun et d'émerveillement. Mais le garçon qui m'a accueilli cette fois-ci était différent. Quand ma vieille Peugeot 3008 a enfin crissé sur le gravier de notre allée, il n'est pas sorti en courant. Il se tenait sur le perron, une petite silhouette hésitante, à moitié cachée derrière un pilier. Le câlin qu'il m'a donné fut bref, son corps tendu, un contraste frappant avec les étreintes joyeuses et agrippantes auxquelles j'étais habitué. « Salut, mon grand », lui ai-je dit en ébouriffant ses cheveux blonds. « Tu m'as manqué terriblement. Vous avez fait de belles balades avec maman ?» Il a simplement haussé les épaules, les yeux fixés sur les lattes de bois usées de la terrasse. « Ça a été, papa. » Céline est apparue sur le seuil, s'essuyant les mains sur un tablier. Elle a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Mathieu, bon retour à la maison. Il est juste un peu fatigué. Il a été silencieux ces derniers temps. Je pense qu'il fait une poussée de croissance, toute son énergie passe dans le fait de grandir. » Ce soir-là, à table, le silence était une présence tangible. Léo mangeait la tête baissée, poussant la nourriture dans son assiette. Je l'ai observé jeter un coup d'œil à Céline chaque fois qu'elle parlait, un battement de cils rapide et nerveux, comme s'il vérifiait la bonne réponse à donner. J'ai remarqué les ombres bleutées sous ses yeux, celles qui parlent de nuits agitées. « Comment avance ta nouvelle maquette ?» ai-je demandé, essayant de retrouver une étincelle du Léo d'avant. Il adorait construire de petites maquettes de bateaux. « Tu as fini le petit voilier ?» J'ai vu le regard de Céline s'intensifier sur lui une fraction de seconde. Léo a dégluti. « Je n'y ai pas beaucoup travaillé, » a-t-il marmonné. Plus tard, quand je suis allé le coucher, la chambre semblait différente. La collection de maquettes sur son étagère paraissait intacte, recouverte d'une fine couche de poussière. Je me suis assis au bord de son lit, l'odeur familière d'iode et de bois flottait dans l'air. « Est-ce que tout va vraiment bien, Léo ? Tu sais que tu peux tout dire à papa. » Il s'est tourné vers le mur, ses petites épaules voûtées. Il est resté silencieux un long moment, et juste au moment où je pensais qu'il s'était endormi, il a attrapé ma main. Sa prise était étonnamment forte. « Papa » a-t-il chuchoté, sa voix si basse que je pouvais à peine l'entendre. « Ne dis pas à maman qu'on a parlé. » Une angoisse glaciale, aussi glaçante qu'un courant marin profond, m'a envahi. « Parler de quoi, mon fils ?» Avant qu'il ne puisse répondre, l'ombre de Céline s'est projetée dans l'embrasure de la porte. « C'est l'heure de dormir, Léo. Tu as école demain. » La façon dont mon fils a tressauté, une petite contraction presque imperceptible de tout son corps, a été le premier vrai signe que c'était plus qu'une poussée de croissance. C'était de la peur. Je lui ai embrassé le front et j'ai quitté la chambre, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Cette nuit-là, je suis resté éveillé longtemps après que la respiration de Céline soit devenue régulière, écoutant la maison s'installer autour de moi, me sentant comme un étranger dans mon propre foyer. Les jours suivants, j'ai essayé de sonder doucement l'immobilité qui avait enveloppé mon fils. J'ai suggéré que nous allions à notre crique préférée pour chercher des coquillages,
mais il a prétexté avoir des devoirs. Son enseignante, Madame Dubois, a mentionné lors d'une conversation anodine à l'épicerie que Léo était devenu moins participatif en classe, ses habituelles contributions réfléchies remplacées par une réserve silencieuse. Il passait le plus clair de son temps dans sa chambre, non pas dans le joyeux vacarme de la création auquel j'étais habitué, mais dans un silence pesant. Un après-midi, alors que Céline était sortie faire des courses, je l'ai trouvé assis par terre, fixant le mur. Le petit voilier en bois dont j'avais parlé était sur sa table de chevet. Son mât était cassé, une écharpe de bois dentelé abîmant les lignes lisses qu'il avait si patiemment assemblées. Je l'ai pris délicatement. « Qu'est-ce qui s'est passé ici, mon grand ?» Des larmes ont immédiatement rempli ses yeux. Il me l'a arraché des mains, son visage un mélange de colère et de peur. « C'est un accident. Je l'ai fait tomber. Je connaissais ses mains. Je lui avais appris à manier la colle et les petites pièces, à respecter le matériel. Il était prudent, précis. Le faire tomber semblait peu probable, mais la férocité de sa réaction m'a empêché d'insister. Je l'ai pris dans mes bras, et pendant un instant, il s'est affaissé contre moi, un sanglot silencieux secouant son petit corps. « Papa » a-t-il murmuré contre ma chemise, la voix pleine de larmes, « s'il te plaît, ne repars plus. »« Pourquoi, mon fils ? Maman ne s'occupe pas bien de toi. » La question m'a semblé maladroite, déplacée, dès qu'elle a quitté mes lèvres. Il s'est reculé, s'essuyant les yeux. Juste à ce moment-là, nous avons entendu le bruit de la voiture de Céline dans l'allée. La transformation a été immédiate et terrifiante. Le visage de Léo est devenu un masque vide. Il a soigneusement reposé le bateau cassé sur la table de chevet et a redressé sa chemise, ses mouvements raides et délibérés. « Je suis rentré » a crié Céline. Elle est entrée dans le salon, son sourire éclatant. « Qu'est-ce que mes deux hommes préférés ont bien pu faire ? On discutait, c'est tout, ai-je dit, ma voix me paraissant tendue. Léo a simplement hoché la tête, se dirigeant déjà vers la cuisine pour ranger son verre. Au dîner, j'ai observé la subtile danse de tension entre eux. La façon dont Léo anticipait les besoins de Céline, remplissant son verre d'eau avant qu'elle ne le demande, la façon dont il se recroquevillait sur lui-même quand la voix de sa mère prenait une certaine pointe d'impatience. « Léo, tiens-toi droit » disait-elle, son ton faussement léger. Une bonne posture est le signe d'un caractère fort. Plus tard, dans notre chambre, j'ai essayé de lui parler. « Céline, je suis vraiment inquiet pour Léo. Il n'est pas lui-même. Il a l'air effrayé. » Elle a soupiré, un son d'exaspération familier. « Mathieu, tu es à la maison depuis quelques jours et tu penses tout de suite qu'il y a une crise. C'est un garçon sensible. Tu lui manques quand tu es parti, et il lui faut un certain temps pour s'adapter quand tu reviens. C'est une phase. » Mais les cauchemars, ai-je insisté. Je l'ai entendu crier dans son sommeil les 2 dernières nuits. Il en fait de temps en temps, a-t-elle admis en me tournant le dos pour se brosser les cheveux. Je vais le calmer. Je ne voulais pas t'inquiéter pendant que tu étais en mission. Tu dois te concentrer sur ton travail. Son explication était plausible, voire attentionnée en surface. Mais elle me semblait être une pierre lisse et polie, impénétrable, sans aucune fissure pour montrer ce qui pourrait se cacher en dessous. Cette nuit-là, je me suis réveillé au son d'une latte de plancher qui craquait dans le couloir. Céline n'était pas dans le lit. Je me suis glissé hors de la chambre et j'ai vu une fente de lumière sous la porte de Léo. Je me suis approché à pas de loup, le cœur battant. Je n'entendais pas de mots, juste un murmure bas et insistant de Céline, puis un son qui m'a glacé le sang, le bruit doux et étouffé de mon fils qui pleurait. J'ai retenu mon souffle, cloué sur place. Quelle sorte de réconfort était cela? Après ce qui m'a semblé une éternité, la lumière s'est éteinte et la porte s'est ouverte. Céline s'est glissée dehors, la fermant silencieusement derrière elle. « Qu'est-ce que tu faisais » ai-je murmuré, la surprenant. Elle a porté la main à sa poitrine. « Mathieu. Tu m'as fait peur. » Il a fait un autre cauchemar. J'étais juste en train de le calmer. Pendant 20 minutes. Il était très agité. Honnêtement, tes questions ressemblent parfois à un interrogatoire. Nous sommes retournés nous coucher, mais le gouffre entre nous semblait immense. J'ai su alors que je ne pouvais pas repartir sans connaître la vérité. Ma prochaine mission était une campagne de 2 semaines sur une île isolée, et la pensée de laisser Léo dans cet état m'était insupportable. Le lendemain,
j'ai dit à Céline que je devais aller à Rennes pour récupérer du matériel spécialisé pour ma mission. Ma véritable destination était un magasin d'électronique. J'ai ressenti une profonde honte en expliquant au vendeur que j'avais besoin d'un petit enregistreur audio discret, activé par la voix. Pour prendre des notes sur le terrain, a-t-il demandé joyeusement. Quelque chose comme ça, ai-je marmonné, un nœud de culpabilité se serrant dans mon estomac. De retour à la maison, pendant que Léo était à l'école et Céline dans le jardin, je suis allé dans sa chambre. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais une cachette. C'était une trahison profonde que de planter un micro dans le sanctuaire de mon fils. Mais l'image de son visage baigné de larmes, le souvenir de son murmure terrifié, m'ont poussé à le faire. J'ai trouvé un vieux livre évidé sur son étagère, un qu'il ne lisait jamais, et j'y ai soigneusement glissé le minuscule appareil, en le positionnant vers le lit. J'envahissais l'intimité de ma propre famille, mais quelque chose au fond de mes tripes me disait que je protégeais mon fils. La nuit avant mon départ, l'atmosphère dans la maison était lourde de non-dits. J'ai essayé d'agir normalement, mais chaque interaction semblait mise en scène. Je pars pour 2 semaines cette fois, ai-je dit au dîner, observant leur visage. L'expression de Céline était illisible. Léo semblait simplement se ratatiner encore plus sur sa chaise. Quand je l'ai couché ce soir-là, il s'est accroché à moi avec un désespoir qui m'a brisé le cœur. « Papa, tu es obligé de partir ?»« Oui, mon grand. Mais je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte, ai-je promis, mes propres mots sonnant creux. Je l'ai serré fort et lui ai murmuré à l'oreille, « Je t'aime, Léo. Je te protégerai toujours, toujours. » Alors que j'étais allongé dans mon lit cette nuit-là, faisant semblant de dormir, j'ai senti Céline se glisser hors du lit 1 heure plus tard. J'ai attendu, le corps raide, puis j'ai entendu le faible clic de la porte de Léo qui s'ouvrait et se fermait. Je n'avais pas besoin d'un enregistrement pour savoir où elle était. Je priais seulement pour que le minuscule appareil me donne les réponses que je désirais et redoutais si désespérément. La première semaine de la mission fut un enfer d'un genre particulier. Le travail était physiquement épuisant, mais le tourment émotionnel était pire. Notre camp de base était sur un affleurement rocheux avec une antenne satellite qui fournissait une connexion Internet capricieuse et intermittente. Chaque soir, je m'asseyais dans ma tente, le bruit des vagues déferlant au dehors, et j'essayais pendant des heures de télécharger les fichiers audio du service cloud connecté à l'enregistreur. Les fichiers étaient petits, mais la connexion était si faible qu'ils arrivaient au compte-gouttes, kilo-octet par kilo-octet angoissant. Finalement, la 8e nuit, le premier fichier a fini de se télécharger. Mes mains tremblaient en branchant mes écouteurs, créant une petite bulle d'intimité contre les bruits du camp. J'ai appuyé sur lecture. Pendant quelques minutes, il n'y eut que le son de la respiration de Léo, le bruissement de ses couvertures. Puis, le grincement de la porte. J'ai entendu les pas feutrés de Céline. « Léo. Tu es réveillé, dit-elle. » Ce n'était pas une question. Sa voix était plate, dénuée de la chaleur qu'elle utilisait devant moi. « Je suis désolé », trembla la voix de mon fils. J'ai essayé de rester endormi. Essayer n'est pas suffisant. Tu connais la règle. Un esprit calme fait un garçon fort. On s'entraîne jusqu'à ce qu'on y arrive. Il y eut une pause. Sors du lit. Assieds-toi par terre. J'ai entendu le bruissement des couvertures, le bruit sourd de ses pieds touchant le sol. Mais je suis fatigué, maman. La discipline, ce n'est pas une question de fatigue. C'est une question de devenir meilleur. Tu m'as manqué de respect aujourd'hui. Tu étais maussade au dîner. Tu crois que je ne le remarque pas? Non. C'est juste. Papa me manque. Utiliser ton père comme excuse est un signe de faiblesse, la voix de Céline était glaciale. Il n'est pas là. Moi, je suis là. Et tu me montreras du respect. Nous allons rester assis ici en silence jusqu'à ce que tu puisses me montrer un cœur calme et respectueux. Si tu pleures, nous resterons assis plus longtemps. Les pleurs sont de la manipulation. J'ai écouté, figé d'horreur, tandis que l'heure suivante se déroulait dans un silence angoissant, ponctué uniquement par les reniflements à peine réprimés de Léo et les remarques occasionnelles et cinglantes de Céline. C'est une larme? On ajoute du temps. Arrête de gigoter. Un garçon fort est un garçon immobile. C'était sa discipline. C'était sa façon de le calmer. C'était de la torture émotionnelle, un exercice cruel de contrôle, déguisé en leçon de caractère.
Puis j'ai téléchargé le fichier de la nuit suivante. C'était pire. C'est toi qui as cassé la maquette, n'est-ce pas, commença la voix de Céline, sèche et accusatrice. C'était un accident, gémit Léo. Le mensonge est la plus laide des faiblesses, lança-t-elle. J'entendis un bruit de lutte, et Léo poussa un cri, un jappement bref et aigu de douleur. Je t'ai vu avec ton père. Tu pleurais auprès de lui, essayant d'obtenir sa sympathie. Tu penses que tu peux le monter contre moi? Non. Je te le promets. Les mots ne veulent rien dire. Seules les actions comptent. Le son qui suivit était sans équivoque. Le claquement net et sec d'une main contre la peau. Le cri de mon fils fut étouffé, comme s'il savait qu'il n'avait pas le droit de faire de bruit. Ça, c'est pour le mensonge, la voix de Céline était d'un calme effrayant. Et ça, c'est pour le manque de respect. Une autre gifle. Les sanglots silencieux et terrifiés de mon fils me déchiraient, une douleur plus profonde que n'importe quelle blessure physique que j'aurais pu imaginer. J'ai arraché les écouteurs de mes oreilles, un cri étranglé coincé dans ma gorge. J'ai trébuché hors de la tente, dans l'air froid et salé, cherchant ma respiration, le son des vagues se moquant de la tempête en moi. J'avais laissé mon fils seul avec un monstre. Un monstre qui portait le visage de ma femme. Les heures suivantes furent un tourbillon d'actions frénétiques. J'ai réveillé mon superviseur, un homme bourru mais compréhensif nommé Franck. Je lui ai dit qu'il y avait une grave urgence familiale et que je devais partir immédiatement. Je n'ai pas donné de détails, je ne pouvais pas formuler les mots. En voyant l'expression sur mon visage, il n'a pas posé de questions. Il a pris le téléphone satellite et a fait en sorte que l'hélicoptère de ravitaillement se déroute pour venir me chercher à la première heure. Pendant l'attente angoissante de l'aube, j'ai utilisé la précieuse connexion satellite pour passer un appel. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine composer le numéro. J'ai appelé Chloé, la sœur cadette de Céline. Elle était institutrice en primaire à Rennes, une âme douce et chaleureuse qui adorait Léo. Mathieu? C'est le milieu de la nuit. Est-ce que tout va bien, répondit-elle, la voix pâteuse de sommeil. Chloé, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Sans poser de questions, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me fasses confiance, ai-je dit, la voix brisée. J'ai besoin que tu ailles à Saint-Malo tout de suite. Va chercher Léo. Dis à Céline que tu lui fais la surprise d'un week-end spécial entre tante et neveu. N'importe quoi. Sors-le juste de cette maison. Mathieu, tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Je suis sur le chemin du retour. Juste. S'il te plaît, Chloé. Va chercher mon fils. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre sa respiration, le poids de ma demande désespérée s'installant. D'accord, Mathieu, dit-elle finalement, la voix ferme. Je te fais confiance. Je me mets en route. Alors que l'hélicoptère décollait enfin de la côte rocheuse, laissant derrière lui le littoral sauvage, je savais que je ne volais pas seulement vers la maison, mais vers les décombres de la vie que je pensais avoir. Ma seule mission maintenant était de sauver mon fils. Le vol de retour fut un supplice de pensées fragmentées et d'émotions déchaînées. Chaque minute dans les airs semblait durer une heure, chaque kilomètre un rappel douloureux de la distance qui me séparait de Léo. Quand j'ai finalement atterri à Rennes, j'ai pris un taxi directement jusqu'à la petite maison de Chloé. Elle a ouvert la porte avant même que je ne frappe, son visage pâle et marqué par l'inquiétude. « Il est dans le salon », a-t-elle murmuré. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'arrête pas de demander quand tu arrives. Je suis entré dans une pièce inondée de soleil et parfumée à l'odeur de gâteau qui cuisait. Léo était recroquevillé sur le canapé, regardant un dessin animé, mais ses yeux étaient vides. Quand il m'a vu, son visage s'est décomposé. Il s'est jeté dans mes bras, enfouissant son visage dans ma poitrine, et le barrage de son silence soigneusement construit s'est rompu. Il a sangloté, des pleurs profonds et saccadés d'un enfant qui avait gardé trop de choses en lui pendant trop longtemps. Je l'ai tenu, le berçant doucement, murmurant « Je suis là maintenant, mon grand. Je suis là. C'est fini. Je te tiens. » Nous sommes restés comme ça longtemps, juste là dans l'entrée, jusqu'à ce que ses sanglots se calment en hoquets épuisés. Chloé se tenait à côté, sa main sur mon épaule, des larmes coulant silencieusement sur son propre visage. Plus tard, pendant que Léo était distrait par une nouvelle boîte de peinture que Chloé lui avait achetée, nous nous sommes assis tous les trois à sa table de cuisine.
Je lui ai fait écouter les enregistrements. Elle a écouté avec une main sur la bouche, son expression passant de l'incrédulité à l'horreur, puis à une tristesse déchirante. Ce n'est pas ma sœur, a-t-elle chuchoté quand ce fut terminé. Ce n'est pas la Céline que je connais. Je le pensais aussi, ai-je dit, la voix rauque. Mais c'est bien elle. Et j'ai laissé faire. J'ai été si aveugle. Ce n'est pas de ta faute, Mathieu, dit-elle avec force. Elle a caché ça. À tout le monde. Cet après-midi-là, j'ai rencontré une avocate en droit de la famille que Chloé m'avait recommandée. J'ai exposé toute l'histoire, ma voix se brisant en décrivant ce que j'avais entendu sur les enregistrements. L'avocate, une femme compatissante mais ferme nommée Maître Dubois, a écouté patiemment. Elle a expliqué les étapes, demandé une ordonnance de garde provisoire en urgence, une ordonnance de protection contre Céline. Les enregistrements, a-t-elle confirmé, étaient des preuves accablantes. Le processus a été rapide et brutal. Pendant que je restais avec Léo chez Chloé, un huissier de justice a signifié les papiers à Céline à notre maison de Saint-Malo. Mon téléphone a sonné peu après. C'était elle. Comment as-tu pu, a-t-elle hurlé, sa voix un torrent de rage venimeuse. Comment oses-tu m'enlever mon fils avec ces mensonges? Toi et ta sœur, vous conspirez contre moi. Ce ne sont pas des mensonges, Céline. Je t'ai entendu, ai-je dit, ma voix étrangement calme. J'ai tout entendu. Il y eut un moment de silence stupéfait de sa part, et dans ce vide, j'ai su qu'elle avait compris. Le jeu était terminé. Sa dénégation est revenue, mais elle était creuse, fragile. Tu as toujours essayé de me saper, de faire de lui un garçon mou et choyé. Je le rendais fort. Tu le brisais, ai-je dit, et j'ai raccroché. Les jours qui suivirent furent un enchevêtrement de procédures judiciaires et de triage émotionnel. Le juge aux affaires familiales a accordé les ordonnances d'urgence sans hésitation. J'avais la garde provisoire exclusive. Céline a reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec Léo. Nous sommes restés chez Chloé, un havre de paix dans la tempête. Ma tâche la plus importante était de parler à Léo. Un soir, alors que nous étions assis dans le jardin de Chloé, regardant le soleil se coucher, j'ai pris une profonde inspiration. Léo, je sais ce que maman faisait quand j'étais absent, ai-je dit doucement. Les choses qu'elle te disait, comment elle te faisait du mal. Tu n'as plus à garder ce secret. Il a baissé les yeux sur l'herbe, arrachant un brin avec ses petits doigts. Elle a dit que tu ne me croirais pas. Elle a dit que tu penserais que j'étais un méchant garçon. Mon cœur s'est brisé. Je lui ai relevé le menton, le forçant à croiser mon regard. Léo, regarde-moi. Ce que maman a fait était mal. Ce n'était pas de ta faute. Jamais. Tu n'es pas un méchant garçon. Tu es le meilleur garçon que je connaisse. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour te protéger. Des larmes coulaient sur son visage, mais pour la première fois, elles semblaient être des larmes de libération, pas de peur. Tu ne vas pas repartir? Demanda-t-il, sa voix fluette. Non, ai-je dit en le serrant dans une étreinte farouche. Je ne repars pas. Mon travail est ici, avec toi. Nous allons nous en sortir ensemble. À cet instant, en tenant mon fils, j'ai compris que la mission la plus importante de ma vie venait de commencer, cartographier le chemin du retour vers son bonheur, et reconstruire un monde où il pourrait se sentir en sécurité, chéri et libre d'être lui-même. Les mois suivants furent un voyage silencieux de reconstruction. J'ai démissionné de mon poste, acceptant une baisse de salaire significative pour un poste au service des espaces verts de la ville. C'était un travail local, qui consistait à entretenir les sentiers du littoral et à surveiller la santé des espaces naturels autour de Saint-Malo. Cela signifiait que j'étais à la maison tous les soirs. Nous avons quitté la maison qui contenait tant de souvenirs douloureux et avons loué une petite maison de pêcheurs de l'autre côté de la ville, plus près de la mer. C'était modeste, mais c'était à nous, un sanctuaire que nous avons rempli des dessins de Léo, de l'odeur du feu de bois du petit poêle et des sons calmes de la guérison. Léo a commencé à voir une formidable psychologue pour enfants, une femme nommée Dr Anya Sharma, spécialisée dans la thérapie par le jeu. Au lieu de le forcer à parler, elle le laissait exprimer ses sentiments à travers le dessin, la peinture et le modelage avec de l'argile. Lentement, ces dessins de mer sombres et tempétueuses et de personnages sans visage ont commencé à céder la place à des soleils éclatants et des animaux souriants. Notre nouvelle routine était simple,
ancrés dans les rythmes de la nature. Nous passions nos week-ends à explorer les rochers à marée basse, à randonner sur les sentiers brumeux de la côte et à reprendre nos projets de maquettes de bateau sur la petite terrasse. J'ai vu la lumière revenir lentement dans ses yeux, son rire, autrefois un son rare et précieux, devenir plus fréquent. La bataille juridique avec Céline se poursuivait en arrière-plan. Elle a contesté l'ordonnance de garde, se présentant comme une mère incomprise et moi comme un père absent et manipulateur. Mais les preuves étaient indéniables. Le tribunal a ordonné une expertise psychologique complète pour elle, et les résultats ont brossé un tableau clair d'une femme avec des problèmes de contrôle profondément ancrés et des traits narcissiques. Finalement, j'ai obtenu la garde exclusive, physique et légale. Céline a été autorisée à avoir des visites supervisées, mais seulement après avoir suivi une année de thérapie intensive. Léo ne montrait aucun désir de la voir. Le docteur Sharma nous a conseillé de ne pas le forcer. Il doit être maître de cette décision, a-t-elle expliqué. Il établit des limites, une partie vitale de sa guérison. Un après-midi d'automne frais, environ un an après mon retour, Léo et moi nous promenions sur la plage. Le ciel était d'un bleu éclatant et sans nuages. Il était plus silencieux que d'habitude, scrutant pensivement l'horizon. « Papa » dit-il finalement. Maman disait qu'être fort, c'était ne pas pleurer et ne pas avoir peur. Je me suis arrêté de marcher et je l'ai regardé. « Et toi, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, être fort ?» Il a donné un coup de pied dans un morceau d'algue, réfléchissant à la question. Je pense que c'est avoir peur, mais le dire à quelqu'un quand même. Comme je te l'ai dit. J'ai ressenti une vague de fierté et d'amour si puissante qu'elle m'a presque fait plier les genoux. Je me suis agenouillé devant lui, le sable humide traversant mon jean. Tu sais quoi, mon grand? C'est la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Il m'a offert un petit sourire sincère, le genre qui atteint jusqu'aux yeux. Il a tendu la main et a pris la mienne, ses petits doigts se mêlant aux miens. On peut chercher des jolis galets maintenant, a-t-il demandé. Absolument, ai-je dit, la voix chargée d'émotion. Nous avons continué à marcher, main dans la main, les vagues effaçant nos empreintes derrière nous. Le chemin à parcourir était encore long, et je savais que certaines cicatrices resteraient toujours sous la surface. Mais à cet instant, avec le soleil sur nos visages et l'océan vaste et guérisseur à nos côtés, je savais avec une certitude absolue que nous allions nous en sortir. Nous étions en train de tracer une nouvelle carte, non pas des côtes ou des continents, mais d'une vie construite sur la confiance, la sécurité et un amour tranquille et résilient. Et pour la première fois depuis très longtemps, notre cap était clair.